Voici maintenant un court résumé des interventions de notre député de Portneuf, Jacques Cartier, M. Joël Godin, en Chambre des communes. Commençons tout de suite par l'amendement. Il y a eu discussion, débat en Chambre sur l'amendement sur la loi de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Joël Godin a été très actif dans ce débat. Adopté. So the honourable member La députée dispose donc de 10 minutes et 5 minutes de questions-réponses. La députée de Peterborough-Kawartha. Merci. J'ai hâte d'entendre d'ailleurs le discours de notre collègue. Mais pour revenir à ce que le programme a permis de faire aux libéraux, les libéraux nous disaient que ça allait avoir un effet transformateur. Bon, la liste d'attente pour les services de garderie sous ce gouvernement s'est allongée. Les services ne suffisent pas à répondre à la demande. Les centres n'ont pas les moyens d'accueillir tout le monde. Et on risque d'assister d'ailleurs à une diminution de l'accès. Les gens qui ont besoin de services de garderie abordables le plus n'en ont pas. Le programme n'est pas équitable. L'enfant n'est pas au cœur de cette entente, c'est plutôt l'idéologie qui prévaut. Les parents n'ont pas le choix. Les enfants avec des besoins spéciaux, il y a de plus en plus d'enfants diagnostiqués avec des besoins spéciaux, bien, ces enfants n'ont pas l'aide dont ils ont besoin. L'accès aux services de garderie a baissé plutôt que d'habiliter les femmes. Ça les prive de choix. Et j'ai les statistiques pour prouver tout cela. Les provinces ont été forcées de former un contrat qui n'en valait pas la peine. Regardons donc la situation. Essayons de ventiler les chiffres. Il suffit de prendre le téléphone, de répondre aux appels qui arrivent en grand nombre dans toutes nos circonscriptions. On peut commencer par les statistiques. Quelques statistiques rapides. Alors, 77% des parents à revenus élevés ont accès à des services de garderie, alors qu'ils ne sont que 41% pour les familles à faible revenu. Ça, c'est ce que disent les statistiques. Est-ce que c'est vraiment équitable, cela? Est-ce qu'on ne voudrait pas, au contraire, aider ceux qui en ont le plus besoin? Le taux de participation des femmes à la population active est de 61,5% en septembre 2023, alors que c'était supérieur en 2015. Donc, la participation des femmes baisse, elle n'augmente pas. Le taux d'emploi des jeunes femmes est à la baisse depuis février 2023. Un déclin cumulatif de 4,3%. Donc, c'est le taux le plus bas depuis mai 2000. Et je ne parle pas de la pandémie. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans et qui sont en garderie a baissé entre 2019 et 2023, baissé de 8,5% à l'échelle nationale. 46,4% des parents ont indiqué avoir du mal à trouver des services de garderie en 2023, une augmentation par rapport à 36,4%. En Ontario, la proportion d'enfants en garderie était de 41% en 2023 par rapport à 54% en 2019. Les déserts de garderie concernent près de 50% des jeunes enfants au Canada. Et les statistiques, je pourrais vous en donner encore d'autres. Les chiffres le prouvent, ça ne fonctionne pas. Les chiffres sont réels, mais surtout quand on commence à écouter les témoignages et les histoires, c'est là qu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises ici en Chambre, il y a de véritables conséquences. L'incompétence et le gaspillage de ce gouvernement a des conséquences bien réelles. Andrea Hennen, Andrea est responsable de ADCO, l'Association des opérateurs et des garderies de l'Ontario. Elle représente des garderies commerciales et sans but lucratif. Et voilà ce qu'elle nous a dit dans le cadre de notre étude à conditions féminines. Elle a dit il y a un secteur de l'économie qui a été créé en grande partie par les femmes, qui est essentiel pour l'égalité des femmes et qui est pourtant un des seuls secteurs économiques au pays où les femmes ont toujours été assez bien représentées en tant que propriétaires et gestionnaires. C'est pas seulement sous-évalué par le gouvernement, mais on les cible pour remplacer ce système par un système dirigé par le gouvernement. Ce témoignage,
était tellement vrai qu'aucun député libéral n'a remis en question ce que disait cette témoin. Alors, on adopte des mesures qui ciblent les petites entrepreneuses. C'était ça l'intention de départ. Voilà la réalité dans ce projet de loi. Il s'agit d'un projet de loi qui promeut une idéologie. À plusieurs reprises, les libéraux ont eu l'occasion d'aider ces petites entrepreneurs, ces propriétaires de petites entreprises qui veulent retourner au travail. Mais malheureusement, elles ne veulent pas laisser leur enfant. Alors, elles veulent se lancer en affaires, aider les autres femmes qu'elles connaissent, inviter des enfants chez elles et elles veulent s'en occuper en offrant des services de garderie de qualité. Mais ce que j'ai entendu partout au Canada, c'est que ces femmes qui sont propriétaires de centres de garderie sont ciblées, elles perdent de l'argent et elles doivent fermer leurs portes. Cette femme de Simcoe m'a écrit et j'aimerais vous dire ce qu'elle m'a raconté. Elle me dit, elle finance elle-même, elle y met plusieurs milliers d'argent chaque mois. Elle veut aider les parents dans le cadre de son programme qui s'appelle SeaWell. SeaWell, c'est l'acronyme de son réseau. La réalité, c'est qu'en restant au sein du programme, on va faire faillite, on va perdre 250 places de garderie et 45 employés vont se retrouver au chômage. Le gouvernement va faire fermer les portes à mon entreprise que j'ai travaillé si fort à mettre sur pied. Voilà la réalité de ce programme. Voilà ce qu'il fait. Si vous ne me croyez pas, si vous êtes chez vous et que vous dites « Oh, vous n'avez rien de bon à dire sur les libéraux, vous ne faites que les critiquer », eh bien non. C'est vrai que j'ai rien à dire de bon parce que les libéraux nous montrent qu'ils sont incapables de bien gérer l'argent des contribuables. On l'a lu dans les journaux toute la semaine avec Arnak Khan qui aurait dû coûter 80 000 $. On sait que le coût est de 60 millions de $, voire même plus. Il semble y avoir plus de tentes qui apparaissent ici et là, donc un problème d'itinérance et de sans-abri. Le gouvernement aime que les gens soient dépendants du gouvernement. Ensuite, ils leur retirent l'aide. Ils l'ont fait avec les médias et avec d'autres industries. Ils le font maintenant avec tout le secteur de l'éducation postsecondaire, l'immigration et les étudiants. Maintenant, les universités ne savent pas ce qu'elles vont faire. On a fermé le robinet. Un rappel au règlement de la députée de Aurora Oak Ridges Richmond Hill. J'ai une question. Qu'est-ce que ça a à voir avec la garderie dont nous débattons actuellement? Je sais que il faut faire preuve d'une certaine souplesse, mais je rappellerai quand même aux gens de s'en tenir au sujet à l'étude. La députée de Peterborough-Kawartha Lake, je suis heureuse que les libéraux me demandent qu'est-ce que ça a à voir avec les garderies. Eh bien, ça a tout à voir avec les services de garderie. C'est la réalité. Monsieur le Président, je vais vous lire ce que disent les grands titres dans les journaux. Juste dans les 30 derniers jours, en un mois, ce qu'on a pu lire. Les libéraux et leur politique de garderie s'effondrent. Les conservateurs passent à l'attaque. Centre de garderie de Burlington va fermer dans une semaine. Les parents se retrouvent le bec dans l'eau. Les problèmes financiers s'annoncent alors que la province prévoit créer des places de garderie à 10 $ par jour. 9 200 enfants qui attendent des places dans la région de Waterloo. L'Alberta s'attend à des pertes alors que l'entente Trudeau entre en vigueur. Les parents n'ont toujours pas les services qu'ils méritent. Qu'est-ce que ça a à voir avec les garderies? Tout! Les gens ne peuvent pas aller travailler s'ils n'ont pas de service de garderie. Voilà ce qui arrive. Les garderies à 10 $ par jour, c'est une bonne idée à Yellowknife, mais impossible de trouver une place. Mon enfant ne peut pas rester dans un programme, il va falloir payer maintenant 800 $ de plus par mois. Ça, c'est des médias pourtant payés par les libéraux qui nous racontent tout cela. À London, la liste s'allonge et le nombre de places est serré à l'île du Prince-Édouard malgré l'initiative des libéraux. Voulez-vous que je continue, Monsieur le Président? Voilà la réalité
des programmes, des échecs de ces libéraux. Intervention inaudible. Je remercie la députée. Comments, the honourable member for Winnipeg Centre. Thank you so much, Mr. Merci, Monsieur le Président. Je travaille avec la députée au comité de la condition féminine. On a réussi à faire pas mal de bon travail au comité, elle et moi, et je l'apprécie beaucoup. Ma collègue, par votre entremise, Monsieur le Président, a parlé de Andrea Hannon. Je sais qu'elle critique beaucoup le programme national de garderie, mais voilà, l'octroi de permis provincial, c'est un niveau plafond, pas un niveau... C'est un niveau plancher, pas un niveau plafond. On sait que ces programmes permettent... Les programmes sans but lucratif permettent d'avoir de meilleurs résultats que les programmes commerciaux. Les centres à but lucratif ont toujours exploité leurs travailleurs, ou en tout cas plus que dans le secteur public sans but lucratif. Et on sait pourquoi la stratégie nationale ne peut pas décoller. C'est parce que le gouvernement n'a pas mis sur pied une stratégie pour les travailleurs avec des salaires dignes de ce nom, des avantages et des pensions. Les gens ne veulent pas se joindre à ce secteur. J'ai beaucoup travaillé avec ma collègue, comme je l'ai dit, on a peut-être certaines divergences là-dessus, mais je me demande pourquoi elle pense que l'argent public devrait être investi dans des centres qui ne sont pas publics et qui sont à but lucratif. Pourquoi utiliser les deniers publics pour financer ce système? La députée de Peterborough-Kawartha. Merci, Monsieur le Président. Je travaille effectivement très bien avec ma collègue d'en face. Nous, en tant que conservateurs, avons appuyé son amendement en comité pour aider les Autochtones et les libéraux ne l'ont pas appuyé. Les services autochtones pour les enfants et les parents en vertu de la déclaration de l'ONU. Mais le vrai enjeu ici, c'est ça qui est insultant pour les femmes qui sont à la tête de ces garderies. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas inclus? Dire que la recherche dit que ce n'est pas un service de qualité. Eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai été dans ces centres. La qualité des services diminue parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles ne peuvent pas facturer plus. Elles sont limitées. La qualité dans les centres sans but lucratif, non. La qualité baisse aussi. Les enfants n'ont pas accès à de la nourriture. Dire qu'on n'a pas accès à des services de qualité dans des petits centres, ce n'est pas vrai. Allez-y vous-même, vous verrez. L'honorable député de Repentigny. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai bien écouté le discours de ma collègue, puis je pense qu'on voit toute l'idéologie derrière son discours du Parti conservateur du Canada. Maintenant, elle a parlé des travaux qui se sont faits en comité. Bien, il y a des travaux en comité, ça a été des amendements apportés par le Bloc québécois. Entre autres, celui de la possibilité pour le Québec de se retirer complètement de tout programme fédéral avec compensation financière. Et je sais que tous les autres partis ont voté contre. Je suis un petit peu étonnée quand même de la position des conservateurs parce qu'ils sont toujours après nous dire qu'eux autres, ils respectent les compétences du Québec et des provinces. Alors pourquoi que dans ce cas-ci, ça n'a pas été, ils n'ont pas été des alliés du Bloc? We are out of time, but Nous n'avons plus beaucoup de temps. La députée de Peterborough-Kawartha, rapidement. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous étions effectivement des alliés du Bloc, notamment par rapport à la situation. Eh bien, ils ont bien fait les choses depuis le début. Gardons les choses dans la province. Pourquoi les... Selon le Parti conservateur du Canada, l'enfant n'est pas au cœur de cette entente. Le programme n'est pas équitable. Alors, on va entendre notre député, M. Joël Godin, parler de l'importance des deux langues officielles. Le fédéral s'est-il immiscé là-dedans? On ne sait pas. Reprise du débat. debate, l'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue de Peterborough-Kawartha qui fait un excellent travail au comité UMA et ça a été un plaisir pour moi de l'accompagner dans la section des langues officielles sur ce projet de loi-là. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir pour moi de me lever dans cette Chambre pour débattre des sujets importants qui concernent les Canadiens et Canadiennes. Les gens qui me connaissent savent que je suis un fervent défenseur du fait français, alors je suis particulièrement enthousiaste de vous parler des langues officielles et évidemment en français. La question se pose,
Pourquoi on parle des langues officielles dans le cadre de la loi relative à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada? C'est une réponse toute simple. Ce gouvernement libéral a encore une fois oublié les communautés francophones en situation minoritaire. Ce n'est pas une surprise, par contre, Monsieur le Président. On l'a déjà vécu lors du processus de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Le gouvernement libéral, qui s'autoproclame le champion des langues officielles, manque de courage quand vient le temps de passer aux actions concrètes. C'est ce que c'est, les libéraux. Des grands parleurs et des petits faiseurs, comme on dit par chez nous. Par ce manque de vision et d'ambition du gouvernement libéral, l'éléphant a accouché d'une souris, comme je me suis plaît à dire pour décrire de quoi on a accouché au niveau de la loi sur les langues officielles, le projet de loi C-13. C'était le premier processus de révision des langues officielles depuis plus de 30 ans. Et le gouvernement a fait la sourde oreille aux intervenants des 4 coins du pays. Encore une fois, une belle occasion ratée, mais c'est ce qu'on vit fréquemment avec ce gouvernement libéral qui est en place depuis 8 ans. Pas d'obligation de dénombrer les ayants droit. Une dilution des pouvoirs des instances fédérales. Pas d'agence centrale, pas de reddition de comptes. Mais que voulez-vous? Avec les libéraux, personne n'est jamais responsable. Et que dire du commissaire aux langues officielles qui attend encore le décret lui accordant ses pouvoirs? C'est écrit dans la loi. Mais qui va déposer le décret au gouvernement? Est-ce que c'est le président du Conseil du Trésor, ou plutôt la présidente du Conseil du Trésor? Le ministre du Patrimoine canadien, qui est un des 2 ministres cités dans la loi, qui ne veut même pas se présenter au Comité des langues officielles? Le ministre des langues officielles? Le ministre de la Justice? Qui? On ne le sait pas. Et le commissaire attend pour agir. Et je voudrais rappeler qu'il y a un déclin du français partout au Canada. Leur approche face aux langues officielles n'est pas sérieuse et cela démontre le peu d'intérêt qu'ils ont pour le bilinguisme de ce pays. L'amendement du Sénat, c'est ce qu'on débat aujourd'hui. Le projet de loi a été accepté ici à la Chambre à l'unanimité en juin dernier. Mais aujourd'hui, on débat d'un amendement du Sénat proposé par le sénateur Cormier, un Acadien qui s'est tenu debout pour les francophones. Il ajoute les mots « communauté des langues officielles en situation minoritaire » à la première phrase de l'article 8, après notamment ceux destinés aux peuples autochtones, et il scinde en 2 paragraphes l'article 8. Pas compliqué, Monsieur le Président, et on est encore aujourd'hui à débattre de ça. Wow! Le premier paragraphe énonce l'engagement financier du gouvernement. Le 2e paragraphe précise les mécanismes par lesquels le gouvernement fédéral accordera le financement. Le fait d'ajouter la mention des communautés des langues officielles en situation minoritaire après le mot « notamment » ne retire aucun droit à aucune autre minorité ni au peuple autochtone, mais a pour but d'éliminer toute ambiguïté devant les tribunaux. Les libéraux avaient mal fait leur travail et le Sénat a levé permettez-moi l'expression, a levé le flag et a corrigé le tir. Parce que les libéraux, encore une fois, c'est toujours improvisé, dernière minute, puis il n'y a pas de rigueur. Nous savons très bien combien d'efforts et de ressources les communautés de langues officielles en situation minoritaire doivent dépenser pour faire valoir leurs droits linguistiques. Parlons-en. La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, qui même avec un jugement favorable de la Cour d'appel fédérale dans leur cause contre Emploi et Développement social Canada, doit se battre avec le ministre des Langues officielles pour faire respecter ce jugement. Incroyable. Quelle belle perte de temps, quelle belle perte d'argent. Mais avec les libéraux, on le vu encore aujourd'hui, l'argent, ça se multiplie et ça pousse dans les arbres. La petite enfance représente une période cruciale pour l'apprentissage de la langue et le développement identitaire des enfants. L'accès aux services de la petite enfance en français est trop souvent une condition essentielle à la transmission de la langue et de la culture des communautés francophones en situation minoritaire. Ces services constituent des vecteurs de francisation en assurant l'apprentissage des compétences langagières requises pour préparer les enfants à une éducation dans leur langue et faciliter leur intégration dans les écoles francophones partout au Canada, Monsieur le Président. Il contribue ainsi à la mise en œuvre du droit à l'instruction, enchâssé à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous croyons que cet amendement est pertinent et nécessaire.
J'aimerais d'ailleurs souligner que les références aux communautés de langues officielles en situation minoritaire, se retrouvant déjà à l'article 7 et à l'article 11, sont le fruit du Parti conservateur du Canada. C'est moi qui est allé déposer. Et j'ai eu l'appui du Bloc québécois. Mais le NPD et les libéraux ont voté contre certains amendements que nous avons déposés. Mais on a réussi à en faire accepter quelques-uns, mais malheureusement, les autres n'ont pas été acceptés et on a dû passer par le Sénat. Le Parti conservateur du Canada s'est assuré que les francophones de partout au Canada sont inclus dans les ententes bilatérales pour les services à la petite enfance. J'aimerais également prendre le temps pour remercier la Commission nationale des parents francophones ainsi que la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour leur travail acharné dans ce dossier. Les libéraux ne sont pas en faveur de cet amendement parce qu'ils ont dû passer par le Sénat et même le président du Sénat, le représentant du gouvernement, a mentionné très clairement qu'il n'appuierait pas cet amendement-là du sénateur Cormier et c'était prêché et indiqué par le gouvernement libéral. Flip-flop encore une fois, flip-flop encore une fois, et c'est les francophones qui se sont levés debout. Les libéraux ne sont pas en faveur de cet amendement, comme je le mentionnais. C'est la position du gouvernement, cet amendement n'est pas nécessaire et n'est pas approprié. Mais là, aujourd'hui, ça sort d'un nuage, oui, nous sommes en faveur. Wow! Comment le gouvernement peut-il justifier cette position? Chaque individu devrait avoir accès à des services de garde de jeunes enfants dans la langue officielle de son choix. Ce n'est pas négociable, Monsieur le Président, tant aussi longtemps que notre pays, le Canada, sera un pays bilingue. Et j'insiste sur français-anglais, parce que faut rappeler, Monsieur le Président, que ce gouvernement a nommé une gouverneure générale qui est bilingue, mais qui ne parle pas français. Ah oh? Un point d'interrogation, Monsieur le Président. J'en ajouterai une autre, Monsieur le Président. Il y a une seule province au Canada qui est bilingue. Ce gouvernement a nommé lieutenant-gouverneur unilingue, mais qui ne parle pas français, évidemment, parce que les libéraux ne sont pas cohérents et leur intention et leur volonté transpirent au-delà des faits qui sont écrits dans les lois. Malheureusement, Monsieur le Président, les bottines ne suivent pas les babines avec le gouvernement libéral. Les libéraux ont réalisé qu'il allait perdre du support dans les régions francophones et ont décidé de se rallier au gros bon sens du Parti conservateur du Canada. Oui, Monsieur le Président, c'est le gros bon sens. Tant aussi longtemps qu'on aura un pays bilingue, on va être cohérent et on va protéger les deux langues officielles. Une tactique que nous avons vue avec la pause sur la taxe sur le carbone au Canada atlantique, Monsieur le Président. C'est assez particulier. On a vu que en panique, ils réagissent, sans vision, mais là, ils ont puni tous les autres citoyens canadiens à l'extérieur des provinces atlantiques. Ils n'ont pas le droit au niveau des thermopompes. Alors, Monsieur le Président, il y a un problème. C'est réactionnel. Après ça, ils se sont ravisés. Ah, peut-être que oui, puis peut-être que les gens de l'Alberta, peut-être que la Colombie-Britannique vont pouvoir l'utiliser, le crédit. Mais encore une fois, c'est de l'improvisation. C'est malheureux et on s'en va malheureusement dans le mur avec ce gouvernement-là. C'est une honte de tenter de faire des gains politiques sur le dos de l'identité bilingue de notre pays. En terminant, Monsieur le Président, oui, vous me faites signe qu'il me reste une minute, alors je devrais rentrer dans le temps. Mon message pour les francophones de partout au pays est simple. Le seul parti ici à la Chambre des communes, le Parti conservateur du Canada, est le seul parti qui pourra réellement protéger vos intérêts. Nous allons continuer à poser des actions concrètes et freiner le déclin du français, qui est une réalité, partout au Canada, ainsi que de protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Nous ne mettons pas le français en opposition avec l'anglais. Nous allons protéger les deux langues officielles, le français et l'anglais. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Sackville, Preston Chesapeake. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais certainement prendre l'occasion de remercier mon collègue pour ce discours, mais plus important, ce travail acharné sur ces 13. Il n'y a pas de question que nous avons travaillé ensemble, tous les partis autour de cette Chambre, pour appuyer les francophones à l'extérieur du Québec et les anglophones au Québec, et ça a été une grande victoire. Et j'apprécie toujours ce travail. Par contre, il faut que je partage que
Ce que lui dit puis ce que ton parti dit, c'est pas la même chose. L'idéologie du parti, c'est-à-dire... Ah, t'as pas de cravate. Donc t'as pas le droit à parler. Je te donne 30 secondes. L'honorable député de Preston Sackville Preston Chesapeake. Bien apprécié, Monsieur le Président. Je veux juste quand même expliquer que c'est pendant les années, les 9 ans du parti Harper, où nous avons vu des coupures majeures de bureaux de traduction, contestation judiciaire qu'on a ramené... C'est un appel au règlement à l'honorable député de Rimouski-Neigette. Monsieur le Président, je vous demande de suivre et d'appliquer le règlement. Vous le savez, quand les députés en Chambre n'ont pas leur cravate, ne peuvent pas prendre la parole. Oui, je l'ai vu mettre sa cravate. Non. Il a mis Rimouski. Non, encore un appel au règlement. L'honorable député de Rimouski-Neigette de Témiscouata-des-Basses. On est d'accord du fait que vous n'auriez pas reconnu le député au départ. S'il n'y avait pas sa cravate, là, vous l'avez reconnu. On comprend, mais on vous demande de faire preuve quand même la prochaine fois de bien suivre les règlements et les appliquer. Non, je vais essayer. Je n'ai pas noté qu'il n'y en avait pas un. La prochaine fois. The honourable member for Kingston Islands. L'honorable député de Kingston-les-Îles. Il y a un précédent. Si un député n'a pas de cravate et qu'il trouve une cravate, eh bien, le président permet de continuer. Le député de Barry-Nisfield. Bon, je pense que on peut le laisser aller parce que la cravate ne fonctionne pas bien avec la chemise, ça s'agence mal. Peut-être qu'il peut continuer quand même. Elle donne trop de temps. L'honorable député de Sackville Preston Chesapeake. Proud Canadian, and I'm sure everyone is proud that we're here today discussing important things for Canadians. Mais je vais finir rapidement avec ma question, Monsieur le Président. J'aimerais quand même reconnaissant le travail qui a été fait sur cette question. J'aimerais que le maire parle quand même de l'importance de la petite enfance à travers le Canada. C'est ça qui est important ici. Et je vais vous dire quelque chose, que les francophones à travers le Canada ont perdu beaucoup d'occasions et ont été assimilés dû au fait qu'il n'y a pas eu des occasions d'avoir une préscolaire, une éducation plutôt en français. Et on devrait être célébré. J'apprécierais si mon collègue démontrait comment joyeux qu'on est aujourd'hui, qu'on travaille ensemble pour faire les gros changements qu'on devait faire. Merci, M. le Président. Honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, j'aimerais dire que pour les gens à la maison, on s'excuse, n'ajustez pas votre appareil, même si la cravate ne fit pas. C'est toujours un personnage coloré que j'apprécie grandement au travail, en comité, au niveau des langues officielles. Mais pour ce qui est de la cravate, je donnerai des conseils ce soir. Monsieur le Président, j'aimerais tout simplement dire à mon collègue qu'aujourd'hui, on parle de l'amendement d'inclure la clause sur les langues officielles dans le projet de loi sur les garderies, les services à la petite enfance. Je pense que c'est important de revenir en 2024 et d'arrêter de vivre dans le passé il y a plus de 10 ans et que l'on regarde ce qui a été fait par le gouvernement libéral dans les 8 dernières années. Et récemment, Monsieur le Président, ils ont empêché un comité de fonctionner parce qu'ils disaient que ça coûterait 300 millions traduire des documents. C'est ingrat et c'est inacceptable et c'est un droit parlementaire que tous les parlementaires doivent avoir les informations dans les 2 langues officielles. Et qui est au gouvernement présentement? C'est le gouvernement libéral. Un commentaire avec une belle cravate dans un député de Trois-Rivières. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie mon collègue de Portneuf, Jacques Cartier, pour son discours passionné. Je sais qu'il est en mission pour la francophonie. J'ai le bonheur de siéger avec lui à l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Et je sais que ça lui tient à cœur. Mais tantôt, j'entendais plus un discours partisan qu'un discours pro-francophone. Je sais d'ailleurs que par le passé, son parti dont il aime bien parler a quand même nommé un juge anglophone à la Cour suprême, ce qui fait tache d'encre un peu là-dessus. Alors, j'aimerais savoir de sa part... oui, de gros bon sens, en effet. Y a-t-il quelque chose de bon dans ce projet-là, outre le fait que l'inspiration qui vient du Québec était quand même magistrale? Merci.
L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Comme nous le savons tous, M. Joël Godin, le député de Portneuf-Jacques-Cartier, est un fervent défenseur du fait français partout au Canada. Les communautés francophones sont pour lui en situation minoritaire. C'est la loi C-13 qui est un premier processus de révision des langues officielles en 30 ans, qui pour lui n'a pas été ce qu'il croyait. Il y a eu dans le fond une diminution des pouvoirs des instances fédérales et selon lui, il y a un déclin du fait français partout au Canada. J'aimerais remercier mon collègue de Trois-Rivières, avec qui lui aussi j'ai le plaisir de travailler à l'international pour défendre le fait français. Maintenant, M. le Président, je voudrais rappeler à mon collègue on a fait, nous, au Parti conservateur, beaucoup de choses pour que les langues officielles soient incluses dans ce projet de loi. Et on a travaillé très fort, entre autres avec la collaboration du collègue des Mille-Îles, Pointe-de-l'Île, merci. Pointe-de-l'Île qui a travaillé avec moi pour essayer d'en mettre plus dans le projet de loi C-13. Maintenant, M. le Président, je veux rien que rappeler à mon collègue que moi, personnellement, je suis allé au comité, j'ai proposé des amendements. Si les langues officielles sont dans le projet de loi, c'est grâce au Parti conservateur du Canada. Et également, M. le Président, j'aimerais rappeler qu'au Sénat, l'ensemble des sénateurs conservateurs, parce qu'il existe un groupe conservateur au Sénat, ont tous voté en faveur de l'amendement du sénateur Cormier. Combien de libéraux ont voté contre ou des indépendants nommés par les libéraux? C'est la question qu'il faudrait se poser. Merci, M. le Président. Question et commentaire de l'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je dois dire que je suis d'accord avec beaucoup d'observations de mon collègue concernant l'accès à des services de garde en français pour les Canadiens. Le député disait que l'argent ne pousse pas dans les arbres et il nous disait que les services de garderie doivent être bien financés. Les conservateurs parlent souvent de privatiser les services de garde. Alors, peut-il nous dire qu'est-ce que ça signifierait d'utiliser des deniers publics pour financer des services de garde privés alors que des services publics sont accessibles et que les travailleurs ont des salaires décents? Alors, qu'en est-il justement de financer des services publics avec de l'argent public? Jacques Cartier. Rapidement, M. le Président, je veux tout simplement remercier ma collègue de Nanaimo, Lady Smith, qui reconnaît que ce qui a été mentionné dans mon discours en très grande majorité est apprécié par les gens du NPD. Maintenant, M. le Président, c'est le gros bon sens. Il faut mettre l'argent au bon endroit pour que nos familles canadiennes, que nos mères, que nos pères puissent aller travailler, créer de la richesse et s'offrir par la suite des programmes sociaux. Merci, M. le Président. Please,